Bonjour, on va peut-être commencer. Donc j'ai le très très grand plaisir de présenter Ibrahima Diop. Le professeur Diop est de l'université de Anta Diop, donc université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est chercheur. Il est germaniste, et spécialiste de Cultural Studies, de germanistique, histoire des idées et philosophie. Spécialiste en particulier du XVIIIe siècle et du siècle des Lumières. Alors, je suis particulièrement content de le recevoir, de le présenter aujourd'hui, parce que nous avons une collaboration qui date déjà de 2014, puisque le professeur Diop, qui était à l'époque le doyen de la faculté de lettres, nous avait invités, donc Paris Diderot et l'UFR-EILA, pour un colloque commun que l'on avait fait aussi avec l'UFR de psychanalyse de Paris Diderot. Voilà. Donc nous avons déjà des liens communs de collaboration. C'est pour moi un grand plaisir de le voir et de l'entendre aujourd'hui. Donc, Ibrahima Diop est membre de nombreuses sociétés, Société allemande de recherche du XVIIIe siècle, Association internationale Interaction de la psychanalyse, le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éducation et les savoirs. Il est également membre de l'école doctorale Ethos de l'université Cheikh Anta Diop, Dakar. Il est membre de l'association des germanistes de l'Afrique subsaharienne et membre du German African Network of Alumni and Alumni, Ghana, de l'université de Leipzig. Voilà, donc je te donne tout de suite la parole. Merci Michel. Mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit des organisateurs. Je crois que le doyen l'a bien fait. On a été très bien accueillis par Jean-Philippe de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle jusqu'à l'hôtel. Nous sommes tous bien hébergés et nous nous réjouissons particulièrement pour cet accueil chaleureux. Et peut-être que nous aurons l'occasion, comme l'a dit tout à l'heure Michel, de pouvoir vous accueillir à Dakar sur un sujet analogue ou d'un autre thème. Effectivement, nous avons eu, avec Michel, en décembre 2014, organisé un thème intitulé « Race, nation et mondialisation ». Je pense qu'il y a quelques a priori, toujours pour diverses raisons, sur le thème « race ». Ce qui est tout un imprécis, mais toutefois, je pense que nous nous sommes efforcés d'aller le plus loin possible dans nos recherches sur les questions d'identité visible, invisible, etc. Et ma communication d'aujourd'hui prolonge et approfondit un aspect du dialogue en abordant la question suivante, qui est un paradoxe. Notre monde qui oscille entre deux pôles. Nous avons tous, dans tous nos États et dans tous nos continents, des cultures très poreuses, donc très perméables, très réceptives, interculturelles, multiculturelles, dont la formation est à la fois autochtone ou allochtone, du fait donc du mouvement migratoire ou de la constitution multiethnique, multiraciale de nos États. Ça, c'est un pôle. Il y a un autre pôle qui lui fait face, c'est celui d'un repli identitaire, conservateur et même des fois xénophobe, qui réclame assurer la protection et la pureté présumée de l'endogroupe. Voilà donc les deux paradoxes. Voici le paradoxe, voici les deux pôles. Et notre monde oscille entre ces deux pôles qui sont de nature inconciliable. Et à chaque fois que ça se manifeste, pour des raisons internes d'ordre de crise migratoire, on voit se ressurgir
des aspects que nous croyons avoir dépassés. Je ne suis pas un linguiste. Je borderai la question à partir de ma posture, qui est évidemment celle d'un historien des idées. Et également, les questions que j'aborderai, ce sont des questions peut-être de nature ou qui ont un certain intérêt géopolitique. Et j'en parlerai à partir de l'histoire, de la philosophie. L'Afrique, évidemment, c'est de la prétention de ma part de dire que je parle au nom de l'Afrique. Nous avons vu dans un rayon très peu réduit entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et le Burkina la multiplicité d'identités que nous avons dans nos États, a posteriori un continent aussi vaste que l'Afrique, qui est à la fois maghrébine et qui est subsaharienne. À l'Orient, à l'Est, vous voyez un peu toute cette diversité quand on prend des pays comme l'Éthiopie chrétienne depuis le IVe siècle, qui a constitué sa nation et son État bien avant des États européens, ou alors l'Afrique du Sud. Ce continent-là, en parler d'une seule voix ou deux voix, c'est un risque que je ne prendrai pas. Et par contre, je parlerai de l'Afrique subsaharienne, qui est majoritairement francophone. Mais les questions que j'aborde auront probablement un intérêt, tout au moins pour moi, pour le reste du continent, quand il s'agit de relier ce continent au reste du monde. D'une part et d'autre part, il y a aussi que l'islam qui est plus ou moins présent dans cette partie de l'Afrique va jusqu'au lac Tchad, donc le nord du Nigeria, qui n'est pas un pays francophone. Je crois avoir éteint les choses. Je suis désolé, le technicien, voilà. Donc, je voudrais d'abord m'expliquer sur la terminologie. Il s'agit de l'identité, de l'eurocentrisme et de l'afrocentrisme. Je commence par la première notion qui est discutée avec beaucoup de passion et pas toujours de la manière la plus calme au sein de la communauté scientifique africaine et européenne. Il s'agit de l'afrocentrisme. Le terme est très utilisé dans l'historiographie, l'écriture de l'histoire ou les écritures de l'histoire, ou alors dans la philosophie politique. Et cette notion est l'objet de vives controverses en France et outre-Atlantique. La position ou la compréhension que j'ai de l'afrocentrisme n'est pas celle que je viens d'indiquer tout à l'heure. L'approche que j'en ai est la suivante, et elle part de deux cadres théoriques. Le premier, c'est que nous sommes dans une après-nation universelle, qui est universelle et irréversible, pour reprendre un peu le terme de l'ouvrage de Jürgen Habermas, l'après-nation ou la constitution de l'identité européenne. Mes hypothèses sont de trois ordres. Premièrement, quelles que soient les incertitudes et les contradictions qui pèsent sur cet au-delà de la nation, la construction de l'universel qui appelle un après-nation se fera avec ses localités. L'universel que nous avons connu et que nous continuons encore de connaître est un universel eurocentré, uniforme et actuellement en crise, y compris en Europe. Ce modèle d'universel, qui est un modèle généralisé, globalisé, est aujourd'hui en crise. Et cette crise remet en place un moment historique et un tournant qui peuvent offrir, et pour la première fois, la possibilité de susciter en Afrique et en Europe une conscience de l'histoire ayant la même temporalité, la même responsabilité et qui est d'égale dignité.
Je voudrais m'en expliquer en avançant deux arguments que je fonde sur une analyse des faits suivants. Le premier fait, c'est qu'à l'intérieur de ses frontières, l'Europe est bâtie en fonction d'un principe nationaliste. Une culture, une nation, un État et des fois une seule langue. L'histoire récente de certains pays, je parle de l'Espagne, montre que les États et les communautés n'ont pas encore dit le dernier mot. Et cela nous rappelle une histoire en Afrique que nous connaissons. Et si tant est vrai que nous n'avons pas encore résolu cette question d'harmonie intérieure entre les différentes composantes de l'État-nation. Toutefois, nous partageons aujourd'hui ce questionnement, même s'il n'est pas de la même ampleur avec l'Europe, même si par ailleurs les moyens de juguler et de contenir la crise sont disproportionnés quand ça se passe en Afrique ou en Europe. Évidemment, l'effet désintégrateur est beaucoup plus puissant en Afrique qu'en Europe, mais dire qu'il n'existe pas en Afrique, en Europe, c'est aussi cacher un problème. Le deuxième aspect que je voudrais soumettre à la discussion, c'est que le modèle européen universel a préparé et modelé la construction de l'Union européenne. Or, celle-ci est en crise. Donc, cet effritement de l'universel européen de type kantien, que je discuterai plus loin, en lui opposant la controverse menée par un de ses compatriotes, Johann Friedrich Herder, est d'une grande actualité. Autrement dit, je mets côte à côte un rapport de causalité, la crise de la construction européenne, de son développement, avec la crise de l'universel. Je voudrais y ajouter un nouvel élément, peut-être qui passe inaperçu, mais qu'on a retrouvé à un moment donné, ici même en France, durant la campagne électorale présidentielle passée, et qu'on retrouve ailleurs aussi dans certains pays de la communauté européenne, une europhobie qui s'alimente de germanophobie. Le chemin le plus direct et le plus rapide de mettre fin à la construction de l'Europe, c'est le ressentiment historique germanophobe, parce que c'est la voie la plus directe, la plus puissante de désintégrer, de désagréger l'Europe et d'assumer par le divorce du couple germano-franco-allemand la dynamique de la construction de l'Europe, qui a aussi ses racines historiques issues des expériences de la Deuxième Guerre mondiale. Cette germanophobie prend de plus en plus de l'ampleur et nourrit aussi, dans certains cercles, une europhobie de droite. On me dira que vient faire l'Afrique dans tout cela. De ce que je viens de décrire, rien n'est étranger à l'Afrique. Il y a d'abord sa responsabilité à co-construire une autre identité de l'universel, et ensuite la crise de l'Afrique à laquelle résolution les Africains ont une responsabilité indiscutable et qu'elle ne peut déléguer à personne d'autre, est une crise de la gouvernance mondiale. La crise de l'Afrique, pour résumer ma pensée, est une crise de l'universel. Je voudrais, en intitulant ma communication identité ou autour de l'identité, préciser que celle-ci n'est pas un procès contre l'identité, car sans elle, nous ne sommes ni individus, ni personnalité, ni collectivité, et nous sommes inaptes, sans elle, à reconnaître la similitude, la dissemblance, l'opposition et la conflictualité. Donc l'identité nous est indispensable. Mais le sens de l'identité que j'aborde ici dans ma communication et son potentiel idéologique. Je pense par exemple à tout ce qui peut contribuer à son essentialisation. Cela, nous l'avons connu dans les idéologies des indépendances sous diverses formes. La négritude de Senghor,
jusqu'à jusqu'à l'égyptologie de Cheikh Anta Diop, etc. Avec une forte dimension évidemment romantique chez certains d'entre eux. Donc l'identité que je veux discuter, c'est l'identitaire qui s'est développé comme réponse face à des situations de crise qui pèsent sur nos sociétés et qui, cet identitaire, je disais, devient de plus en plus massif dans la mesure où, merci, il devient, durant les fortes tensions électorales ou devant des crises comme la crise migratoire, un élément de mobilisation des populations. Cet identitaire part du principe que ce que nous différencie nous désunit. Et c'est là, évidemment, qu'il y a un problème parce qu'il donne naissance à un néonationalisme régressif. Et ce sont ces moments d'incertitude que je voudrais très rapidement résumer pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire que nous n'avons jamais autant connu la différence que notre époque actuelle. Les savoirs que nous avons accumulés, que nous accumulons, nous continuons d'accumuler, y compris dans notre quotidien, le port vestimentaire, le culinaire, le sportif, tout ce que nous voulons, aujourd'hui, et qui peut aller du geste le plus banal jusqu'au geste le plus sophistiqué de notre nous, soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, est fait en grande partie d'emprunt, si on regarde de plus près. La table française que nous aimons l'impression, c'est fortement enrichi des apports extérieurs, méditerranéens en particulier, et bon, c'est valable pour tout autre pays. Les hommes ne se sont jamais connus que maintenant. Mais le paradoxe, c'est que l'humanité ne semble pas encore assez se connaître. Et cela, on le marque davantage quand nous vivons des périodes de crise et développons des sentiments d'exclusion et de stigmatisation. Surtout de stigmatisation. Et en regardant de très près, on oublie souvent de signaler que ce que nous stigmatisons, c'est ce que nous avons à notre table à 20h quand nous mangeons. Ça peut être du kebab, ça peut être du tchéboudienne, ça peut être du attiéké, pour jeter un peu une pierre à ma sœur de la Côte d'Ivoire. La crise migratoire n'est pas la cause, mais la conséquence d'une crise autour de l'identité que nous croyons avoir résolue dans nos sociétés multiculturelles et nos civilisations mondialisées. 21e siècle qui commence, mais ça nous ramène à peu près à une situation qui, si on la regarde de très près, nous renvoie en 2 ou 3 siècles derrière. Il s'agit du XVIIIe siècle passé, qui était aussi un très grand siècle. Révolution française, indépendance américaine, philosophie allemande, économie politique anglaise, découverte scientifique, conquête du monde entier. Donc, notre siècle semble marquer le pas par rapport à cette question. Et l'universel des Lumières, parlons d'une place qui porte le nom de Diderot, avait en face de lui le nationalisme des États. Et on agit de plus en plus sur les différences ou les oppositions d'identité les plus en vue. Et si on regarde les politiques mises en place pour juguler un peu le phénomène migratoire, on a l'impression que on veut juguler la crise posée par la différence, par une intégration qui a tout l'air d'être une assimilation. Or, l'intégration n'est pas de l'assimilation. Un assimilé n'apporte rien de positif à sa société d'accueil. Et je voudrais citer ici un propos de Léopold Sédar Senghor, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand
le problème de la communauté franco-africaine était posé et que la question de la citoyenneté française était évoquée, qui l'est et qui est sujet, qui peut l'acquérir et qui ne peut pas l'acquérir. Il y avait un certain nombre de conditions, évidemment, qui étaient posées et Senghor a répondu. Et tout le monde sait qu'il était tout sauf un extrémiste ou un adepte de théorie de rupture brutale. Il était pour la communauté franco-africaine. Et dit, je cite, « Si assimiler signifie bien convertir au semblable, le semblable n'a pas à être assimilé. » Et je crois que ce sont des propos d'une forte actualité aujourd'hui. Intégrer ne signifie pas assimiler. Et je crois que tous nos États, pour l'essentiel, peinent à apporter une solution idoine, consensuelle, au vivre ensemble. Parce que nous pensons que c'est la marque de l'hégémonie du groupe dominant qui doit être celle qui est appliquée à tout le monde. Autrement dit, de manière directe ou indirecte, il s'agit d'une homogénéisation culturelle. C'est dans ce cadre-là, évidemment, que les théories nationalistes et nativistes qui existent en Afrique et en Europe ont un boulevard tracé pour elles. Je vais peut-être passer au regard croisé et voir un peu quels sont les imparfaits qui ont accompagné la construction de nos États et qui aujourd'hui reviennent en surface. Le XVIIIe siècle, pour moi, est le départ et je crois que c'est un passé présent. Et nous en avons hérité aussi bien en Afrique et en Europe la construction du type d'État. Ce type d'État, il est fichteien, Fichte nationaliste allemand, durant très actif dans la pensée allemande, début un ami de la Révolution française, mais désabusé par les guerres de Napoléon, a fondé vraiment le mouvement nationaliste allemand, c'est-à-dire que du cosmopolitisme, il est devenu nationaliste. Et je crois qu'il est le premier à avoir conçu de façon systématique avec ses Reden an die deutsche Nation, discours à la nation allemande, le concept d'un État type classique européen, que nous verrons plus tard d'ailleurs chez Renan. Qu'est-ce qu'une nation? On dit peut-être, pour caricaturer, que le nationalisme de Fichte, il est racial, ce qui n'est pas faux. Mais cette dimension racialiste de l'identité d'une nation est aussi présente dans la pensée de Renan. Parce qu'ils disent qu'appartiennent à une nation que des communautés ou des hommes qui ont un passé commun, des racines historiques, et il insiste beaucoup, communes. Et quand on regarde de très près, l'idée maîtresse de la théorie de la nation est construite sur... tout est organisé, en tout cas, sur des constructions historiques qui organisent les différences entre les hommes à partir du terroir des identités. Et cela me sert de transition pour dire que c'est ce que nous avons aussi en Afrique. L'identité de nos États, ce n'est pas seulement qu'ils sont des États qui ont été construits et nés de la colonisation, mais la quintessence juridique de l'État, de sa légitimité, est fondée sur le même principe. S'il ne s'agit pas seulement de tracer de frontières arbitraires qui délimitent, découpent de façon tout à fait arbitraire des entités culturelles et linguistiques au départ tout à fait homogènes, et au-delà de la frontière, on a le même groupe. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que l'État lui-même a été construit sur une forte dominante européenne, d'inspiration européenne. Et d'ailleurs, le fait que la clause la plus importante de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui s'appelle l'Union africaine maintenant, part du principe que ne sont admis dans ce pays, dans cette temps de l'OUA, que les pays qui acceptent les frontières issues de la colonisation. Et c'est pourquoi le Maroc est resté très longtemps en dehors de l'Organisation de l'Unité africaine, parce que le Sahara occidental, évidemment, n'était pas un territoire français à l'origine. Donc voilà, nous vivons avec ce paradoxe qui est à la fois
sagesse, parce que le jour où on remettrait ces frontières, le tracé en question, ce sera la guerre permanente. Mais aussi, c'est un aveu d'impuissance, c'est que nous n'avons pas encore trouvé une alternative crédible d'intégration sous-régionale qui prend le principe de la pluralité comme l'élément central de la construction de l'État. Et c'est là aussi un élément que nous avons, volens nolens, que nous le voulions ou non, hérité de l'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la phase post-coloniale que nous vivons, écrire l'histoire, je vais peut-être simplifier en disant que nous avons des histoires éclatées, aussi bien en Europe qu'en Afrique, entre le passé, le présent, et l'offre d'identification nationale souffre encore de déficits viables et consensuels acceptés par tous. Si je prends le XVIIIe siècle que nous avons dans notre continent, nous avons ce problème-là. D'une part, juste à la veille, au début de la colonisation, de la conquête coloniale, il y a eu des États théocratiques africains très puissants, qui s'étaient bien organisés, bien développés, avec une administration tout à fait moderne, impôts, armée, formation intellectuelle, etc. Évidemment, ces États théocratiques islamiques d'inspiration, nous les retrouvons sur tout le littoral du nord du Sénégal jusqu'au nord du Nigeria. Et cette construction d'État théocratique, le modèle qu'il a légué n'a pas été suffisamment exhumé dans nos recherches. Et d'ailleurs, la crise du djihadisme que nous avons dans cette région devait nous interpeller à regarder de très près cette question du passage de l'islam dans certains pays de l'Afrique. Ça ne s'est pas fait toujours de façon pacifique, dans certaines zones oui, mais ailleurs non. Et ça pose aussi un problème communautaire qu'on ne peut pas évacuer aussi simplement, parce que les sociétés non islamisées, animistes au départ, ont vécu une période de très forte reconversion musulmane, militaire, militante, accompagnera de violence. Tout ce qu'on appelle le djihad du XVIIIe siècle en Afrique, de Omar Foutiyou Tall du Sénégal jusqu'à Ousmane Don Fodio au Nigeria, et les difficultés qu'a l'armée nigériane à faire face de façon victorieuse depuis des années au Boko Haram n'est pas un simple fait d'une impuissance militaire ou de la corruption de l'oligarchie militaire, ce qui existe, c'est vrai, mais aussi il y a une dimension communautaire qu'il faut avoir à l'œil, en l'occurrence l'histoire d'une violence interne non encore travaillée pour la mémoire. Autrement dit, nous avons une histoire qui est éclatée parce que tout n'a pas été vidé. Il y a du prussianisme et du bonapartisme dans l'histoire de cette période-là. Et nous avons jusqu'ici mis en exergue la résistance contre le colonialisme en ignorant par ailleurs la violence interne qui lui était soit concomitante, c'est très compliqué, parallèle ou en même temps. Lutter contre le colonialisme, mais aussi forcer les animistes qui sont passés d'ailleurs très rapidement au christianisme parce qu'il leur fallait trouver une voie d'issue par rapport donc à cette forme. Et comme le colon était à côté, toutes ces sociétés-là, à l'origine animistes, sont devenues chrétiennes. Conclusion partielle, après ce bref rappel. Ma position est la suivante. La première, la religion a une présence très forte dans la sphère publique de ces pays-là. Et le marqueur que je voudrais souligner est le suivant. La laïcité ne signifie pas, ou ne devrait pas signifier, comme à la française,
la neutralité de l'État, mais son impartialité. Telle est ma conclusion sur le plan culturel et religieux. Définir un peu l'identité et les problèmes de l'identité. Et sur le plan économique et juridique, il y a une gouvernance néolibérale dont l'universel est en crise et il est en train d'affaiblir l'identité de l'État en Afrique et en Europe, cédant ainsi des parts essentielles à la souveraineté de l'État, contribuant ainsi à la perte de sa légitimité. Donc la crise autour de la construction de l'Union européenne n'est pas qu'un débat européen, et je vais aller plus loin dans cette analyse. Je voudrais rappeler que le premier débat intellectuel vraiment élaboré qui a eu lieu, c'était entre les deux ministres des Affaires étrangères de France et d'Allemagne. Ce n'est pas rien, ce n'est pas pour rien. Jean-Pierre Chevènement et Joschka Fischer qui avaient, pour la première fois et de façon nette et claire, posé le problème de la crise, en tout cas de la nécessité de donner à l'Europe une identité, soit autour d'un cadre fédéraliste, c'était l'option de l'allemand, il fallait le comprendre. Après la Deuxième Guerre mondiale, après la réunification, l'Allemagne d'un progrès ne pouvait être qu'une Allemagne européenne. Le choix était clair et c'est ce que ne défendait pas justement son collègue français qui était pour encore le maintien de la souveraineté nationale. Ici, nous voyons deux visions de l'Europe qui se redessinent d'ailleurs très fortement aujourd'hui autour de la question des crises de différentes natures. Je voudrais essayer de donner une réponse aux questions que j'ai beaucoup soulevées, certaines, parce que bon, je n'ai pas les réponses à tout. Je voudrais dire à ce propos que les échecs de la construction post-nationale de l'Union européenne ont un pendant africain. C'est le conflit autour de l'identité de l'État. Et cette question a été discutée au XVIIIe siècle par deux penseurs et je voudrais en parler très brièvement. Il s'agit d'Emmanuel Kant et de Herder. Kant parlait d'une Europe sur le plan juridique. Et je crois que ces écrits ont pour l'essentiel inspiré le modèle européen. Le modèle actuel de l'Europe est un modèle de Kant. Il a beaucoup insisté sur les institutions et très peu sur les peuples. Et je crois que c'est là le vrai problème qu'il va falloir dépasser. Et c'est ce que lui reprochait son contemporain et compatriote Herder, qui pense que pour construire des États, il faut passer par les peuples et non pas par le sommet. Et en disant que si la nécessité de diriger a pu se prévaloir, c'est qu'elle ne le doit que par la contrainte et non pas par l'adhésion. Et tout gouvernement né de la nécessité n'existe que par et pour elle. Et je crois que tout le problème d'une Europe sociale qui se bat contre l'Europe de Bruxelles, bureaucratique, pose un problème qui a été ici évoqué par Herder. Je pense que l'importance de son propos, c'était qu'il ne peut pas y avoir une seule unique histoire universelle. Ceci est impossible. Il ne doit pas y avoir de hiérarchisation de culture pour la construction d'une histoire universelle. Ceci lui semble être tout à fait illusoire et il prônait pour cela une pluralité d'universel faite de singularités locales. Ce qui me fait penser, me permet vraiment de passer à la transition et de venir rapidement pour les 5 minutes qui me restent, 7 minutes qui me restent, des conclusions. Je voudrais citer ici quelques propos de Herder. Citation: le but de l'Europe entière a été d'obliger toutes les nations de la terre à être heureuses à sa manière. Cette divinité si zélée pour le bonheur d'autrui et pourtant si éloignée de la fin qu'elle proposait. Je pense que ce que disait tout à l'heure notre collègue sur le discours féministe et ses difficultés à prendre toutes les localités, à adhérer, faire adhérer toutes les localités universelles, c'est que c'est un discours féministe qui a pris forme à partir de la contestation de 1968
sur le déséquilibre constaté dans les sociétés européennes industrialisées et avancées et qui n'est peut-être pas les signes distinctifs de toutes les sociétés non européennes. Je pense que c'est en cela que je pense qu'il nous faut apprendre à vivre ensemble, mais comment? Il y a eu beaucoup de théories et je ne vais peut-être pas les évoquer parce que ça va nous amener encore dans beaucoup plus d'abstraction, chose que j'ai faite beaucoup plus que de donner des réponses. Mais je voudrais dire que nous devons vivre ensemble et ma première approche, c'est la déracialisation. Il faut déconstruire la rationalité raciale de l'université des Lumières et préparer le post-ethnique. Je pense que notre collègue qui vient de Burkina, qui vient de parler, a abordé dans son film et dans ses propos tout à l'heure beaucoup de questions qui doivent faire réfléchir. Savoir que le post-ethnique, il est là. Chez nous, au Sénégal, on aurait dit Sénégalais d'ethnie Toubab. Bon, parce qu'il y a d'autres ethnies. Ça veut dire que sur le plan individuel, ça peut marcher. Et ça marche, parce qu'aucun d'entre nous ici ne peut dire dans l'absolu qu'il est à 100% ceci ou cela. Nous sommes tous dans nos individualités différentes. La somme de processus d'intégration, d'assimilation, d'apprentissage collectif de faits culturels d'ailleurs. L'ailleurs, ça peut être la Corse, l'ailleurs, ça peut être le Breton, l'ailleurs, ça peut être la Méditerranée, l'ailleurs, ça peut être évidemment la Martinique, etc. Ça peut être le voisin allemand, c'est tout ce que nous voulons. Donc, moi, je pense que le principal défi posé à l'Afrique aujourd'hui, c'est de déracialiser le concept de race. Et l'approche que j'en ai, c'est qu'il faut désolidariser la race de la culture. Ce n'est pas la même chose. On a entretenu pendant très longtemps l'amalgame, c'est archi faux. C'est deux notions absolument différentes qui signifient des choses tout à fait différentes. Découpler la culture de la race, délégitimer l'État racialiste et concevoir l'égalité dans la différence comme une exigence de notre universel. Le terme race est devenu obsolète aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose avec. Malgré des crises intercommunautaires et intracommunautaires qu'on voit qui sont, comme aux États-Unis, un peu le retour d'un passé qu'on croyait révolu. Bon, mais en fait, il n'a jamais été intégralement révolu, malgré Obama, que nous avons beaucoup en estime pour plusieurs raisons, par rapport surtout à l'autre. Je pense qu'il est possible d'avoir une culture politique au-delà de la color line. Et en Afrique, des voies, des conceptions scientifiques sont en construction pour essayer de mettre en place ce post-ethnique. D'abord par l'approche de la philosophie de l'histoire, en revisitant l'ethnophilosophie. Je voudrais citer ici un collègue connu en France, Souleymane Bachir Diagne, qui disait « Philosopher n'est jamais l'affaire d'un sujet collectif et anonyme. Les peuples ne philosophent pas. C'est les individus qui philosophent. » Au niveau de l'écriture de l'histoire de l'Afrique, il y a aussi un processus de réécrire cette histoire en acceptant la multiplicité des récits en Afrique, chose qui a été rendue impossible par le fait que les élites qui ont préparé les indépendances ont fait l'option d'imposer une vision unitaire et unanimiste de l'histoire africaine, sans la possibilité d'instaurer des constructions plurielles et opposées du passé. La troisième possibilité, c'est celle-là. Je crois que nous devons passer de sociétés enseignantes à des sociétés apprenantes. Il faut que nous apprenions à apprendre.
et moins à enseigner. C'est aussi une façon d'acquérir et de diffuser le savoir. Je suis tout à fait d'accord que les individus apprennent autrement et différemment et mieux que les sociétés, mais je crois qu'autour de la crise qui s'est installée ici et ailleurs, et quels que soient les moyens, par ailleurs disproportionnés dont disposent les États d'ici et d'ailleurs pour juguler cette crise, nous avons la même crise et cette obligation nous est faite de repenser notre moi, notre soi en fonction de l'autre. Et je crois que si l'Afrique a un rôle à jouer, c'est de deux ordres. Sa nouvelle conscience qu'elle a de sa crise doit être égale aux efforts fournis par les cultures africaines pour ne pas disparaître face au colonialisme. Et si je crois, pour essayer de terminer, quelle est la leçon attendue d'Afrique? Il y a le ne plus, ce qui n'existe plus, et le pas encore, ce qui n'est pas encore là. Nous vivons, comme disait tout à l'heure quelqu'un, un entre-deux. Et la leçon qui est attendue d'Afrique, pour elle-même d'abord et pour les autres, c'est probablement un nouveau multilatéralisme qu'il faut bâtir. Et je voudrais peut-être en profiter pour jeter un regard sur un phénomène sur lequel certaines voix ont réfléchi, mais que l'élite politique probablement en Afrique n'a pas entièrement mesuré. C'est ce multilatéralisme qui se construit avec l'Asie, en particulier avec un pays, excusez-moi, c'est que le doyen disait que l'Afrique est un pays, mais vous me permettez de dire que la Chine n'est pas un pays, c'est un subcontinent, comme l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent. Les relations qui se tissent avec ce géant autour du multilatéralisme n'est pas sans danger. Et je pense que nous avons toute une leçon pour nous à appliquer et à avoir à l'œil pour que ce multilatéralisme ne se confonde pas avec un universel unilatéral tel que nous l'avons connu avec l'universel européen. Aider sans intervenir n'existe pas. Et là où la Chine, partout en Afrique, aide, elle interviendra tôt ou tard. Et je crois qu'elle intervient dans les affaires en Afrique, comme l'Europe, peut-être différemment de l'Europe, mais probablement avec la même ambition hégémonique. Et c'est là, cette leçon-là, que l'Afrique doit s'appliquer. Et je crois qu'en se donnant les moyens de traduire par une offre politique consistante, non exclusiviste par ailleurs, je ne suis pas de ce point de vue autarcique comme Fichte, mais en regardant aussi que l'expérience du passé doit permettre de construire l'avenir et de construire un universel bâti sur le consensus. Cette leçon-là, si l'Afrique peut la traduire dans les faits et la partager avec les autres, sa responsabilité pour construire un universel commun pourrait être bénéfique pour les uns et pour les autres. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Ibrahima pour cette intervention qui est très originale, au sens où tu passes de l'Europe à l'Afrique, de l'Afrique à l'Europe, et du XVIIIe siècle au XXIe siècle, et réciproquement. Et je crois que l'originalité, c'est un petit peu ta façon de nourrir de ta connaissance du XVIIIe siècle, des Lumières allemandes en particulier, pour essayer d'éclairer des débats absolument contemporains et brûlants aujourd'hui. Cet héritage du XVIIIe siècle est un héritage qui est très très complexe, on va dire, pour ne pas dire ambigu, puisque finalement cet âge des Lumières était aussi celui où le racisme a atteint son apogée. Je crois qu'on trouve ça, je pense à Voltaire qui a écrit des textes absolument abominables sur les Africains. Je pense à d'autres auteur du XVIIIe siècle, même Kant était monogéniste certes, mais raciste. Herder a été, donc, qui n'est pas philosophe des Lumières, mais Herder a été utilisé aussi au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais, il y a eu à côté, on a utilisé Herder pour développer le national-socialisme. Donc il y a toute cette ambiguïté du XVIIIe siècle
qui permet aussi pour des gens de bonne volonté comme toi, au contraire, de saisir cette pensée pour essayer de féconder un peu plus les débats actuels. Donc voilà, je pense que c'est assez original comme intervention. Et je te remercie. On donne tout de suite je donne la parole à la salle pour des questions. Je sais qu'il est un petit peu tard et qu'on a déjà beaucoup travaillé, mais voilà, si vous avez des questions sur... Je vais juste dire encore une chose sur Renan. Renan, pour moi, c'est d'abord un constructiviste. Hein, c'est celui qui dit le plébiscite de tous les jours. Donc, tu as dit qu'il était racialiste. Il est aussi beaucoup quelqu'un qui dit, voilà, j'appartiens parce que je veux appartenir. Je suis africain, je suis français parce que je veux... C'est mon plébiscite, le plébiscite de tous les jours. Voilà, donc juste une petite remarque sur ma vision à moi de Renan. Voilà, des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste te demander ce que tu penses de la germanophobie dont tu as parlé, qui se transforme ensuite en neurophobie. Et il me semble que, bon, si mes connaissances sont assez précises, que ce sont des penseurs, de grands intellectuels allemands eux-mêmes qui ont porté cette germanophobie. Dans Humain trop humain, tome 2, et aphorisme 323, je crois, et Nietzsche dit qu'être bon allemand, c'est se dépouiller du germanisme. Donc, ça veut dire que Heine lui-même était dans une posture de méfiance vis-à-vis de l'idolâtrie raciale. Et Nietzsche emploie ce terme-là précisément, l'auto-idolâtrie raciale. Donc, ça veut dire que la germanophobie n'est pas quelque chose que subit, disons, l'Allemagne de l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui est porté de l'intérieur parce que c'est un espace de pensée. Et donc, l'espace de pensée est un espace de liberté où les gens ne développent pas leur appartenance à un groupe de manière passionnelle, de manière viscérale, mais gardent leur liberté d'esprit et peuvent questionner les idoles du moment. Est-ce que, au niveau de l'Afrique, cette possibilité de débattre et donc de se soustraire aussi à l'afrocentrisme et à refuser la dérive autarcique de certains mouvements pour rester universel, pour co-construire l'universel avec les autres, est-ce que c'est le même type est-ce qu'il y a le même type d'espace pour discuter, pour exprimer la différence, pour exprimer le désir d'aller au-delà de ces rétrécissements politiques ou bien culturels qui veulent empêcher la respiration à l'échelle de l'universel? Merci. Merci. Je pense qu'il y a ces deux questions. Je peux peut-être répondre en plus de clarté peut-être par rapport à moi qui ai jeté ce terme germanophobie dans la mare, d'être plus précis. La crainte d'une Allemagne forte est présente dans la conscience européenne. Son poids et peut-être sa façon de faire par rapport à des problèmes d'ordre économique et social en Europe a fait ressurgir quand même des sentiments du passé. C'est ce que je voulais dire en parlant de germanophobie. Je le dis surtout pour quelqu'un qui, sans être européen, pense qu'une Europe forte est utile au monde actuellement, surtout par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et la conception en cours aux États-Unis de redéfinir le monde à partir America First. Et slogan pour lequel je n'ai absolument aucun commentaire à faire, mais quand ça signifie la fin des Nations Unies, quand ça signifie le retrait de tous les accords internationaux importants dans le climat et qu'on ne trouve pas d'alternative, je pense que la place d'une Europe forte dans le monde aujourd'hui est fondamentale. Une Europe forte signifie aussi, par ailleurs, le renforcement du couple franco-allemand, parce qu'il est le pilier essentiel. D'où la nécessité de vaincre un peu ces craintes du passé, cette méfiance historique tout à fait compréhensible, mais qui ne doit pas jeter
tout sur le présent actuel. Je n'interviens pas dans les débats politiques internes, mais vous permettez aux francophones que je suis de rappeler un débat télévisé en France à la veille des élections entre une candidate et un candidat, et interpellant l'autre candidat, une candidate, lui a dit les Français ont à choisir entre deux femmes. Donc, vous savez à peu près ce à quoi je pense. Et je pense que, bon, je ne pense pas que les Français puissent se méprendre d'un choix qu'il faut faire et d'aller chercher une Angela Merkel pour la diriger. Autrement dit, il est là. Il est là, l'histoire du passé, il est là. Mais je crois qu'il faut savoir le dépasser. Comme du reste, notre blessure mémorielle en Afrique par rapport à un ensemble de faits, je pense qu'il faut lui donner un autre contenu pour co-construire l'universel. Je ne crois vraiment pas du tout à une essentialisation de l'identité et une identité raciale africaine. Je suis désolé de le dire, mais ça va être très compliqué à définir ce que c'est qu'une identité raciale en Afrique. Bon, je pense que l'un comme dans l'autre, l'avenir est pour le post-ethnique. Nous sommes tous des métis. Je suis Inès Mabika, je viens de Berne, je suis historien. J'ai beaucoup apprécié votre intervention, notamment lorsque vous précisez que l'Afrique a une grande histoire et que cette histoire, cette grande histoire avec tous ces grands peuples depuis le nord du Sénégal jusqu'au nord du Nigeria, ces peuples qui ont construit des grandes entités politiques, théocratiques, ces grandes civilisations ont certainement quelque chose à apprendre au monde. Et vous dites que l'Afrique doit se déracialiser. Il me semble que le problème n'est pas véritablement à ce niveau, puisque l'Afrique est multiraciale. Elle doit certainement se déracialiser dans sa pensée parce qu'il y a quand même des conflits, mais elle est multiraciale, c'est un fait. Vous dites que la leçon attendue d'Afrique est une sorte de nouveau multilatéralisme qui est à bâtir. Il me semble que, d'après Senghor que vous avez cité, la société de l'universel à laquelle il fait allusion est celle du donner et du recevoir. La question que je me pose, c'est comment donner une leçon de ce qui n'est pas encore notre possession, puisque vous dites que ce multilatéralisme est encore à bâtir. Ce n'est pas encore une réalité au sens d'une possession historique avérée. Puisqu'on voit, même au sein de l'Afrique, au niveau de l'unité africaine, ou plutôt de l'organisation de l'unité africaine, l'UA, on voit aussi des difficultés et des tensions entre régions, si on prend simplement l'Afrique francophone, entre l'Afrique francophone de l'Ouest et l'Afrique francophone centrale, on voit d'énormes tensions. Ces groupes ou ces différentes régions qui sont souvent en lutte entre elles, je me pose la question de savoir quelle est la leçon qu'elle peut apporter à l'Europe en difficulté ou en crise. Merci. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a encore beaucoup à faire
D'abord pour les éléments de recherche que je viens d'avancer, mais aussi la dimension de la question. Elle est politique, elle est économique, elle est philosophique, elle est sociale, elle est culturelle. Et, comme tout chercheur, la première chose qu'il faut faire, c'est d'être modeste et de circonscrire ce que nous voulons, l'objet de notre recherche par rapport aux hypothèses, aux résultats provisoires auxquels nous abutons. Ce que je peux donner comme réponse, c'est que l'Afrique doit savoir une chose, ce qui, et elle le sait, ce qui ne peut pas être. Le passé ne peut pas revenir, ça c'est évident. D'une part. D'autre part, vous avez abordé une question importante. Comment on peut donner quelque chose, comment on peut donner quelque chose qu'on n'a pas encore? C'est une excellente et pertinente remarque, belle par ailleurs. Elle ne l'a pas acquise, mais c'est en sa possession, sa propre histoire. Surmonter son histoire qu'elle n'a pas faite avec elle-même, mais avec d'autres. Cet autre, c'est l'Europe. Je pense que la leçon qu'elle peut donner, c'est que ce continent qui a beaucoup souffert, probablement plus que beaucoup d'autres, si on peut dire, peut tirer le meilleur profit pour elle-même de son malheur et de ses tragédies en reconfigurant, je pense, cette histoire avec l'autre en fonction de ce que Senghor appelait le donner et le recevoir. Je pense que tout ce que lui-même d'ailleurs, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs, enfin, mais le message est toujours là, une histoire de l'Afrique repliée sur elle-même, ça ne peut pas aujourd'hui être la réponse aux problèmes africains. Je pense que les Africains, en trouvant des problèmes des Africains, en solutionnant les problèmes de l'Afrique, peuvent contribuer à solutionner les problèmes du monde et les problèmes de l'Europe. Et une nouvelle relation avec l'Europe. Parce que mon souci, ou l'objet de ma recherche, c'est quel type de relation aujourd'hui pouvons-nous construire par rapport à nos problèmes et pouvant nous permettre de créer un nouveau cadre relationnel d'égale dignité. Par ailleurs, ce discours est extrêmement présent dans les relations franco-africaines. Je pense que vous avez suivi comme moi le voyage du président Macron en Afrique francophone. Il s'agit d'une ère qui s'annonce ici et qui ne peut pas être pour la génération du président Macron comme la génération d'Européens, l'Afrique de Chirac. Je pense que la principale leçon qu'il faut retenir de ces périples africains, avec l'excellente réponse du président ghanéen, je ne sais pas si vous l'avez suivi, comme tous les deux parlaient en anglais, et c'est la nouvelle mode. et je pense que nous avons là des éléments pertinents de réponse. L'Afrique doit s'aider elle-même. Elle n'a pas cherché cette solution ailleurs. Et en le faisant, elle aiderait beaucoup le reste du monde. C'est cela que je veux dire. Et au niveau de la recherche scientifique, il y a une nouvelle écriture de l'histoire qui est en train de se faire, qui accepte de voir la part et la responsabilité africaine dans cette tragédie que nous avons connue dans le fait colonial, mais qui s'est réperpétuée aussi autour de l'identitaire. Je parle le cas du Rwanda, que vous connaissez comme moi. Je parle des instabilités politiques chroniques. C'est une responsabilité qui ne peut pas être déléguée à une autre entité qu'une entité africaine. Et c'est cela que j'appellerais la responsabilité africaine pour co-construire un autre universel. Je pense que notre identité, c'est ça, c'est pas autre chose. Voilà. Je crois qu'on a... Oui, alors une toute dernière question, là. Monsieur? Oui, bonjour. Amero Chidres, étudiant en DU médiation et interprétation. J'ai deux petites questions, si vous permettez. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre exposé. Donc, la première question concerne, vous avez parlé d'un concept laïcité impartiale, contrairement à la laïcité ici en France, qui est neutre. Donc, ma question, c'est-à-dire je voulais savoir comment on peut faire accepter
à des sociétés où le religieux prend considérablement de la place, pour ne pas dire toute la place, une laïcité, tout court, qu'elle soit impartiale, neutre, ou... c'est-à-dire c'est des populations qui refusent carrément ce concept de laïcité. Ma deuxième question, enfin, ça ne s'adresse pas spécialement à vous, mais comme si vous qui êtes au micro. Au micro. Je paye pour les autres. Oui, peut-être, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Quand on parle d'Afrique, c'est la sensation que j'ai, peut-être qu'elle est juste ou elle est fausse, on exclut sa partie nord. C'est-à-dire, quand on parle d'Afrique, on parle soit d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, centrale, subsaharienne, ou Afrique du Sud. Mais on exclut sa partie nord. Parce que pour la partie nord, il faut dire maghrébin. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas les maghrébins qui se sont exclus d'eux-mêmes de cette Afrique? Et je vous remercie. Bon, comme c'est un maghrébin qui me pose la question, je vais... C'est juste, mais il n'y a aucune... Non, il n'y a pas de souci. Probablement un Marocain, je crois aussi. Algérien. Algérien, d'accord. Oui, je pense que vous avez donné des éléments de réponse par rapport à la dernière question. Le nationalisme, le terme n'est pas négatif. Hein. En tout cas, les idéologies des indépendances en Afrique du Nord ont été construites, je pense, avec une différence notoire. Nous appartenons à un continent, et je crois que je l'ai dit au début, très vaste et très pluriel. Chaque zone, je crois, géographique a sa spécificité ou ses spécificités. Je pense que pendant très longtemps, le Maghreb, l'Afrique du Nord, pour diverses raisons, son unité linguistique relative, l'arabe, sur le plan religieux, l'islam, le problème du Moyen-Orient, l'idéologie nassériste, ont fait que, bon, et les problèmes du Moyen-Orient, ont fait un peu un déplacement de son regard vers peut-être ailleurs. L'ailleurs, ça peut être l'Europe. N'oublions pas qu'à un moment donné, le Maroc a essayé de se rapprocher de l'Union européenne. Et cet ailleurs, c'est bon. On a eu l'épisode de Kadhafi avec son rêve, etc. République arabe socialiste. Bon, déjà, ça pose un problème. Quand on va être un apport de l'unité africaine, ça pose problème. Je pense que... Et puis, évidemment, la rivalité entre l'Algérie et le Maroc n'ont pas facilité... Les rivalités-là n'ont pas facilité les choses. Je ne dis pas que tout a été fait et que ce n'est que de la responsabilité du Maghreb. Je pense qu'il y a un intérêt renouvelé des deux principaux pays qui sont l'Algérie et le Maroc de s'adresser un peu plus à la partie sud de leur continent, parce que vous voyez aujourd'hui le problème du djihadisme, je pense que ça c'est un défi à tous nos États, et je pense qu'il y a un intérêt, surtout du côté marocain, à se rapprocher de l'Afrique, et aussi bien sur le plan de l'Algérie. Bon, je pense que si le Maghreb dit qu'elle n'est pas qu'arabe, excusez-moi un peu de cette boutade, parce que vous avez commencé avec un peu ce geste-là, je voudrais aussi répondre à... Je suis un peu taquin sur le bord. Donc, si le Maghreb ne met pas comme élément central son arabité, qui, de mon point de vue, est important, mais il y a aussi que ces pays sont aussi, comme les nôtres, des pays multiculturels. La dimension berbère de l'identité de l'Algérie et du Maroc, c'est indéniable. Je pense que si nous réussissons tous ce regard vers la pluralité, on peut faire un long chemin ensemble, et un chemin qui peut nous permettre de construire notre union
dans la diversité. Je pense que l'époque des périodes monolithiques est quasiment révolue. Si on réfléchit le multiculturel et le pluralisme, on peut davantage se rapprocher. La deuxième question, mais qui sont peut-être long dans mes réponses, c'est que laïcité impartiale, laïcité neutre. Parce qu'il y a une différence entre la neutralité et l'impartialité. Quelqu'un peut être neutre et partial. Et je pense que si nous réussissons à construire nos sociétés multiconfessionnelles, non pas dans une neutralité partiale, mais dans l'impartialité totale de l'État, je veux dire, en respectant l'autre, non pas par esprit de pitié ou autre, mais en acceptant de nous enrichir réciproquement, et ce que j'appelle une laïcité, c'est quand l'État cesse de dire que celui-là doit être musulman, celui-là doit être chrétien, celui-là doit être juif. Et quand l'État réussit à s'en départir, en donnant aux religieux sa place, ce qui est peut-être une tentative au Sénégal, que nous avons eu notre relative stabilité. Nous avons eu un président chrétien pendant 20 ans. Peut-être que ce ne sera pas facile actuellement au XXIe siècle, mais diriger un pays africain pendant 20 ans en étant chrétien, je pense, et en l'assumant d'ailleurs publiquement, je pense que ce n'est pas une mince affaire et je crois que c'est un héritage auquel nous essayons au Sénégal, un héritage que nous essayons de sauvegarder. Pour dire que non, on ne peut pas dire que l'État n'a pas à s'intéresser aux religieux, mais être neutre, être impartial par rapport aux religieux. Et c'est ce que j'appellerais aujourd'hui une laïcité progressiste en Afrique. Parce que, comme vous l'avez dit, le religieux est très puissant dans notre contexte. Nous avons des sociétés religieuses marquées par la religion et dans le Sahel, marquées par la religion musulmane. Et je crois que la meilleure façon de faire face au néo-jihadisme avec toutes ces composantes diffuses du wahhabisme au salafisme, c'est de regarder aujourd'hui la question religieuse de l'islam, non pas pour dire que nous sommes neutres, on s'en lave les mains, on met les mains dedans jusqu'au coude et dire que bon, nous sommes impartials par rapport à la religion. L'État n'a pas à réglementer, à diriger la croyance ou les croyances ou les formes de la religion. Je crois que c'est une culture de la religion que nous devons ici développer, ce que je voulais dire. Donc merci à Ibrahima et merci à vous tous d'être restés aussi tard. Écoutez, à demain matin si le cœur vous en dit.